Eh bien, bonjour Marianne. Merci d'être avec moi aujourd'hui là, pour parler des récentes modifications aux conventions collectives des secteurs institutionnels, commercial et industriels qu'on appelle ICI. En fait, pour bien situer nos auditeurs, là, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement là, comment se déroule la négociation des conventions collectives dans notre industrie? Avec plaisir, Valérie. En fait, les négociations aux conventions collectives se font à 3 niveaux. Donc, on va avoir le tronc commun, on va avoir les tables sectorielles, puis on va avoir les tables particulières aussi. Si je peux t'expliquer un peu la différence entre les trois, au tronc commun, ça va être l'AEC qui va être en charge, dans le fond, de faire la négociation. La Sécu a un siège là-dessus, ainsi que les autres associations patronales. Puis, à la table, au tronc commun, en fait, on va venir négocier les clauses qui sont communes à l'ensemble des secteurs. Processus d'arbitrage de grief, assurance de base, pour nommer seulement ceux-là. Ensuite, deuxième niveau, table sectorielle. Donc, c'est là que l'ACQ et l'Alliance syndicale vont négocier ensemble les clauses qui sont particulières au secteur, dans notre cas, institutionnel, commercial et industriel. Puis, on va venir négocier des clauses là, qui sont, exemple, les salaires, ça peut être les primes, les frais de déplacement, donc propres au secteur. D'accord. Ensuite, troisième et dernier niveau, ça va être les tables particulières par métier. Donc, il existe 25 métiers, différents titres occupationnels aussi. Puis, les tables particulières, ça va être à peu près une vingtaine de tables particulières. Et on va venir négocier les particularités, justement, de chaque métier ou occupation là, propre à l'industrie. OK. Bien, parfait. Merci, Marianne. Là, je pense que le cadre est désormais beaucoup plus clair. On comprend mieux là, les trois différents niveaux de négociation puis leur rôle respectif également. On va aller un peu plus dans le détail. On va commencer par le premier niveau, là, le tronc commun. Quelles sont les modifications qui ont été apportées là, pour la période 2025-2029? Dans l'ensemble, en fait, pour le tronc commun, il y a eu vraiment peu de changements. Fait qu'on est venu ajuster certaines clauses là, pour que ça se ramène à ce qui a été changé dans la loi. On peut parler, entre autres, là, de maintenant qu'il y a un délai de 2 ans pour faire un grief, si jamais c'est en lien avec du harcèlement psychologique. Là. Oui, ça, tout à fait, Marianne. Là, si je peux rajouter, là, ces dispositions en lien avec le harcèlement psychologique là, sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, en y apportant, bien sûr, là, les adaptations qui sont nécessaires. Là. Exactement. Puis, il y a aussi des mécanismes qui ont été reconduits, qui avaient été déjà négociés dans la précédente négociation là, en 2021. Donc, parmi celles-là, il y a la cotisation salariale au régime d'assurance, donc à la Médic. Donc, si on se ramène en 2021, donc avant ça, c'était seulement l'employeur qui participait au régime d'avantages sociaux du côté des assurances. Depuis 2021, les salariés cotisent eux aussi. Puis, sinon, dans ce qui a été reconduit, qui avait été déjà négocié à l'ancienne négociation, en fait, on va avoir les cotisations de l'employeur au régime de retraite et d'assurance, puis la cotisation salariale qui sont indexées du même pourcentage que les augmentations salariales. Puis, ces éléments-là, ce principe-là, dans le fond, c'est un principe qui a une portée long terme, donc qui va perdurer au travers le temps. OK, bien, merci pour les précisions. Sur le tronc commun, là, dans le fond, on comprend que les grandes lignes ont été maintenues avec quelques ajustements légaux. Exactement. Et on va passer maintenant au deuxième niveau de négociation, la table sectorielle, plus précisément là, au niveau des augmentations de salaire. Si je comprends bien, là, elle va s'appliquer à tous les métiers là, où les employeurs vont effectuer des contrats sur les chantiers des secteurs ici. Oui, exactement. En fait, à moins qu'il y ait un métier qui soit venu se négocier une particularité, les augmentations salariales dans nos secteurs, fait qu'institutionnel, commercial et industriel, sont de 22 % sur 4 ans. 8 % en 2025, 5 % en 2026, 5 % en 2027 et 4 % en 2028. Puis, ce qui est important de rajouter, Valérie, aussi, là, c'est que dans ce 22 %-là, on est venu consentir à un certain montant de rattrapage salarial. Si on se ramène encore là en 2021, c'était 2,05 % qui avait été consenti pour les 4 années de la Convention. Oui. Mais on avait aussi, en 2022, le pic de l'inflation. Donc, on est venu réajuster ça. Donc, dans le 22 %, c'est 12 % qui est vraiment pour les augmentations salariales, puis environ là, un 10 % pour le rattrapage qu'on est venu consentir. Ouais. Et si je ne me trompe pas, Marianne, là, il y a une nouveauté importante qui est introduite qui consiste à un mécanisme de protection contre l'inflation qui a fait son entrée dans nos conventions collectives. Est-ce que tu peux nous expliquer ce principe et son lien avec la rétroactivité salariale? Eh bien, avec plaisir. Je pense qu'en premier lieu, il faut recadrer aussi. Le principe de rétroactivité, c'est un principe assez de base dans les milieux syndiqués qui n'existait pas dans le domaine de la construction.
Donc, avec la modernisation de la loi sur la construction, donc la loi 19, le gouvernement est venu donner la possibilité de négocier un principe de rétroactivité dans notre secteur. Par contre, c'est sûr qu'il y a des particularités au niveau de la construction. C'est un régime multi-employeur, multi-secteur aussi, donc ça amenait beaucoup d'incertitudes puis de complexité, là. Oui, c'est vrai, quand on y pense, là, un salarié peut très bien travailler pour plus de 2 employeurs durant la même année et il peut autant faire des chantiers commerciaux et résidentiels là, dans la même semaine et des fois, ça peut aller même dans la même journée, là. Dans le fond, on comprend que dans ce contexte-là, là, ça peut rapidement devenir compliqué à gérer. Donc, ce qui a été convenu, en fait, pour la création du mécanisme de protection contre l'inflation, c'est qu'à partir du 29 avril 2029, si jamais on n'a pas d'entente, il y a une formule qu'on va appliquer, donc l'IPC plus 0,05 % avec un plancher à 2,5 puis un plafond à 4 %. Et en contrepartie d'avoir mis en place ce mécanisme-là, l'Alliance syndicale s'engage à ne pas demander, en fait, de rétroactivité pour la prochaine négociation. Puis, l'avantage qu'on a, c'est qu'évidemment, bien, pour poursuivre les discussions, si jamais il n'y a pas de règlement à ce moment-là, ça vient créer un meilleur climat parce qu'on vient encadrer le fait que les salariés ne seront pas perdants si jamais il n'y a pas d'entente au moment de l'échéance des conventions. Puis, du côté autant des employeurs que des salariés, ça amène une meilleure prévisibilité. Oui, j'abonde dans le même sens que toi, Marianne, là, parce qu'en effet, un climat qui est plus prévisible, ça peut vraiment faire toute la différence quand va venir le temps de renégocier les conventions collectives, là. Et maintenant qu'on a couvert les augmentations salariales, on va se pencher sur un autre sujet qui est important. En fait, ce sont les frais de déplacement. Je voulais savoir qu'est-ce qui était prévu pour les indemnités qui sont versées lorsque le salarié va utiliser son véhicule personnel de son domicile pour aller directement au chantier. Oui, bien en fait, quand on parle des chantiers qui sont à moins de 120 km entre le domicile du salarié puis le chantier, on est venu encadrer tout ce qui était la règle générale. Donc, on a comme 2 bornes, quand c'est à plus que 65 km entre le domicile du salarié et le chantier, puis quand c'est à plus que 90 km. Puis si je peux faire une comparaison, auparavant, en fait, quand on était à plus que 65 km, le salarié avait le droit à 37,50 par jour. Avec la nouvelle convention, ça va être 47,63. Puis, au niveau des chantiers qui sont à plus que 90 km, c'était 42,43 par jour. Et maintenant, c'est 53,89. OK, parfait. Puis pour les chantiers qui sont plus éloignés, donc à plus de 120 km, est-ce que les indemnités ont aussi été ajustées? Oui, exactement. Donc, on est venu ajuster les indemnités de chambre et pension pour tous les métiers. Pour qu'est-ce qui est de la règle générale, là, on était à 137,50 puis on tombe à 175 $ par jour. Alors, si je te suis bien, là, tous les métiers ont été indexés au même montant de pourcentage. Est-ce que ça veut dire que tous vont recevoir le même montant de chambre et pension? Pas tout à fait. En fait, plusieurs métiers étaient à la règle générale, donc vont recevoir le montant qu'on a parlé avant. Par contre, certains autres métiers avaient des règles particulières, puis le montant de départ était un peu plus élevé. Donc, eux vont être augmentés du même pourcentage, mais on peut penser aux monteurs-assembleurs, aux grutiers, aux peintres dans le secteur industriel, puis il y a d'autres métiers aussi là, à qui ça s'applique. Donc, ça serait de valider là, les règles particulières à ce moment-là. Donc, c'est ça. Autrement dit, là, même si l'indexation est uniforme, les montants vont pouvoir varier tout dépendant des métiers, là. Exactement. C'est une précision qui est quand même très pertinente à apporter. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet qui n'est pas négligeable, c'est la gestion des changements d'adresse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique et leur impact sur le versement des indemnités? Avec plaisir. Une problématique qu'on avait, que les employeurs nous rapportaient, c'est qu'au niveau des changements d'adresse qui existaient avant, c'est que s'il y avait un changement d'adresse dans une autre région, on parle toujours des régions là, qui sont prévues dans le règlement, la CCQ pouvait demander là, 3 pièces justificatives pour démontrer le changement d'adresse. Par contre, quand il y avait un changement d'adresse à l'intérieur d'une même région, exemple, j'ai un salarié qui habite à Laval, qui déménage à Saint-Sauveur, ça fait partie de la grande région de Montréal au sens du règlement, bien, la CCQ ne demandait plus de preuves de changement d'adresse, qui créait des maux de tête au niveau des employeurs là, pour la gestion de tout ça, puis qui pouvait aussi engendrer des nouveaux frais de déplacement à payer. Donc, dans la négociation, ce qu'on est venu convenir, c'est que les employeurs vont pouvoir demander 2 preuves de changement d'adresse une fois que le certificat de compétence aura été modifié. Les pièces justificatives que les employeurs vont pouvoir demander, c'est vraiment les mêmes que
ceux que la CCQ demande actuellement. Donc, il y a vraiment une liste sur leur site Internet là, pour te donner une idée. Ça peut être permis de conduire avec l'adresse, un T4, un relevé 1. Donc, pour te donner ces exemples-là. Puis, quand un salarié remet à son employeur un avis de changement de domicile, l'employeur a un délai de 20 jours ouvrables pour appliquer le changement d'adresse et les nouveaux frais de déplacement si c'est applicable. Donc, par exemple, si on avait un salarié qui remettait à son employeur le 2 juillet 2025 un avis de changement d'adresse, bien, la nouvelle adresse serait effective à partir du 13 août 2025. Donc, on comprend que les vacances de construction ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. Exact. Donc, c'est bon à savoir, là, surtout que les nouvelles règles peuvent vraiment avoir un impact direct sur le versement des indemnités. Mais justement, pour que ça fonctionne correctement, il faut faire les démarches qui sont nécessaires. Concrètement, est-ce qu'il y a une procédure officielle pour faire un avis de changement d'adresse? Bien, en fait, la Convention va prévoir que les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés là, un formulaire de déclaration pour les changements d'adresse. OK, c'est parfait, merci, là, dans le fond. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos employeurs qui nous écoutent? Bien, j'aurais plusieurs conseils, mais mettons que je m'en tiens à un. Là. Les conventions collectives, on l'a vu, là, ça comprend quand même plusieurs particularités selon les métiers, selon le secteur, selon le type de travaux. Des fois, c'est difficile dans la peau de l'employeur de savoir à quoi s'en tenir là-dessus. Donc, si jamais les employeurs ont des questions, ne sont pas certains comment appliquer une section, une clause en particulier, bien, c'est de ne pas hésiter à nous appeler. Au quotidien, c'est ça notre travail, d'être au service des employeurs. Donc, juste de ne pas hésiter à nous appeler. Eh bien, merci Marianne là, pour cette excellente conclusion. Là. C'est vrai qu'au-delà là, des grandes lignes, chaque situation peut comporter des nuances qui sont propres. Donc, encore merci Marianne pour tes explications très claires et très concrètes. Et à nos employeurs qui nous écoutent, là, n'hésitez pas à contacter un conseiller en relations du travail de la Sécu qui va pouvoir répondre à vos questions ou tout simplement, si vous voulez, valider les implications sur vos chantiers. Et surtout, là, restez à l'affût de notre prochaine capsule qui est disponible sur notre site web déjà et qui va explorer les changements aux différentes tables de métier. À bientôt!